Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Wang Yi appelle à maintenir la stabilité des relations Chine-Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères de Chine s'est entretenu par téléphone avec Emmanuel Bone, conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Pourquoi le Japon a-t-il décidé de rejeter de l'eau de Fukushima dans la mer? La Chine a exprimé ses graves préoccupations par la voix de Zhao Lijian. Amende record pour Alibaba, le groupe internet chinois de Jack Ma a été sanctionné pour abus de position dominante et doit verser 2,75 milliards d'euros. Le Tibet accueillera son premier TGV en juin prochain. Longue de 435 km, la ligne reliera la préfecture de Lhasa à la ville de Ningxi. Et pour terminer ce journal, zoom sur Citroën qui veut se relancer en Chine avec la C5X. Son lancement est prévu à l'automne 2021. Et on commence ce journal avec Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, appelle l'Union européenne à maintenir la continuité et la stabilité des relations malgré les récentes tensions. Des remarques faites lors d'une conversation téléphonique avec Emmanuel Bone, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. Retour sur cet entretien dans ce sujet. Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, a appelé vendredi la Chine et l'Union européenne à maintenir la continuité et la stabilité de leurs relations et à faire face ensemble aux facteurs de déstabilisation dans le monde ainsi qu'aux divers problèmes mondiaux. Wang Yi a fait ses remarques lors d'une conversation téléphonique avec Emmanuel Bone, conseiller diplomatique du président français Emmanuel Macron. Le conseiller d'État chinois a affirmé que la partie chinoise était toujours prête à mener un dialogue égal avec l'Union européenne et à renforcer la confiance mutuelle dans un esprit de respect. La Chine et l'Union européenne, en tant que partenaires stratégiques globaux, ne doivent pas s'ingérer au hasard dans les affaires intérieures de l'autre, ni même imposer des sanctions unilatérales et à se confronter, a-t-il souligné. Il a également exprimé l'espoir que l'Union européenne réfléchissait sérieusement aux expériences et aux leçons tirées de ces échanges avec la Chine, qu'elle gardait la coopération comme tonalité principale et qu'elle continuait à considérer la Chine comme une opportunité plutôt qu'un défi, un partenaire plutôt qu'un rival. Il a également affirmé que le président chinois Xi Jinping et son homologue français Emmanuel Macron avaient maintenu une communication étroite et offert des orientations stratégiques pour les relations bilatérales. La Chine apprécie que la France plaide pour l'autonomie stratégique de l'UE, a-t-il ajouté. Au moment où le processus multilatéral de lutte contre le changement climatique a rencontré un revers, les deux parties sont restées concentrées et ont promu la gouvernance climatique mondiale de manière active et constructive, a-t-il affirmé, notant qu'il y aurait une série d'agendas multilatéraux majeurs cette année dans les domaines du changement climatique. Pour sa part, Emmanuel Bone a déclaré que le président Emmanuel Macron attachait toujours une grande importance au développement des relations avec la Chine. La France respecte la souveraineté de la Chine et est prête à renforcer le dialogue et à approfondir la coopération, a-t-il dit, ajoutant que la France traiterait correctement les questions sensibles sur la base de la confiance mutuelle. Les relations entre la France et la Chine et entre l'Union européenne et la Chine sont multidimensionnelles et doivent être marquées par la confiance et les avantages réciproques. La coopération pragmatique entre la France et la Chine a été fructueuse sous la direction des deux chefs d'État, a-t-il conclu. Les deux parties ont également eu un échange de vues approfondi sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Rejeter à la mer des eaux issues de la centrale nucléaire de Fukushima, voilà une décision surprenante prise par le Japon. Pour la Chine, ce choix est irresponsable. En effet, Beijing s'inquiète des risques pour la santé et la sécurité de ses citoyens et des pays voisins. Le rejet à la mer des eaux de Fukushima par le Japon fait grincer des dents à Beijing. Tokyo a annoncé qu'il allait rejeter à la mer après traitement plus d'1 million de tonnes d'eau issues de la centrale de Fukushima, envahie par le tsunami du 11 mars 2011. La mesure annoncée est irresponsable au plus haut point et va gravement nuire à la santé et à la sûreté publique dans le monde ainsi qu'aux intérêts vitaux des pays voisins, a dénoncé dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères. Le porte
porte-parole Zhao Lijiang a fait cette remarque en réponse à une question à ce sujet. Il a déclaré que la Chine avait demandé à la partie japonaise d'adopter une attitude responsable et de traiter la question de l'élimination des déchets nucléaires avec prudence, notant que l'accident nucléaire de Fukushima a été l'un des plus graves au monde. Il a également déclaré que l'accident avait entraîné la fuite d'une grande quantité de matière radioactive, ce qui a eu un impact profond sur l'environnement marin, la sécurité des aliments et la santé humaine. Cette opération ne devrait pas commencer avant 2 ans et pourrait prendre des décennies. Elle est contestée par les écologistes ainsi que par les pêcheurs et agriculteurs de Fukushima. Pour Beijing, l'océan est la propriété commune de l'humanité et le rejet des eaux n'est pas une question qui relève des affaires intérieures japonaises. Le gouvernement chinois estime qu'une telle mesure ne devrait pas pouvoir être prise sans autorisation ni sans consultation et accord avec les différents pays concernés ainsi que l'Agence internationale de l'énergie atomique. Alibaba sanctionné, le groupe internet chinois de Jack Ma s'est vu infliger une amende de 2,75 milliards de dollars de la part des régulateurs chinois pour abus de position dominante. Cette lourde amende intervient quelques mois seulement après des sanctions déjà engagées à l'égard de l'entreprise. Jamais une société n'avait été condamnée à une telle amende antitrust en Chine. Le groupe internet chinois Alibaba s'est vu infliger une amende de 2,75 milliards de dollars de la part des régulateurs chinois pour abus de position dominante. Jamais une société n'avait été condamnée à une telle amende antitrust en Chine. Ce montant représente 4% de ses revenus. Le précédent record date de 2015. Qualcomm avait payé 975 millions de dollars pour des pratiques anticoncurrentielles. Une enquête a révélé qu'Alibaba punissait certains marchands qui vendaient des marchandises à la fois sur sa plateforme et sur celle de concurrents. Dans le cadre de la sanction, les régulateurs ont exigé qu'Alibaba procède à une refonte complète de ses opérations et leur soumette une auto-évaluation ainsi qu'un rapport de conformité pendant 3 ans. De son côté, Alibaba a indiqué qu'il allait continuer à mettre en œuvre des mesures visant à réduire les obstacles et le coût des opérations sur ses plateformes. Réagissant à ces annonces, Jefferies pense que les préoccupations du marché concernant l'enquête anti-monopole sur Alibaba sont prises en compte par la récente décision et les sanctions du régulateur chinois. Cette lourde amende intervient alors que depuis fin octobre, les autorités chinoises remettent de l'ordre dans les rangs des géants de l'Internet chinois qui ont acquis un pouvoir trop important à leurs yeux. Alibaba et son fondateur Jack Ma ont été particulièrement sous pression ces dernières semaines. En effet, le leader d'Alibaba avait critiqué notamment la réglementation financière de son pays avant de s'excuser. Tonne supplémentaire du 10 au 23 avril, c'est ce qu'a rapporté l'agence de presse Xinhua, ajoutant que cette mise à niveau vise à cultiver les habitudes des gens d'utiliser le yuan numérique pour la consommation au détail. Les centres commerciaux SKP spécialisés dans le luxe annoncent l'ouverture d'un nouveau centre à Hohhot. L'Ouest chinois est devenu le nouvel Eldorado du luxe et la capitale provinciale de la Mongolie intérieure n'échappe pas à la règle. Ce centre devrait également créer près de 10 000 emplois. Les centres commerciaux SKP, l'un des géants chinois du secteur spécialisé dans les centres dédiés au luxe, ont annoncé fin février ouvrir un nouveau centre à Hohhot, la capitale provinciale de la Mongolie intérieure, avec près de 500 000 mètres carrés. Il devrait également créer près de 10 000 emplois. Selon le Beijing Business Daily, le centre commercial haut de gamme éponyme de Pékin est le premier magasin de Chine en termes de chiffre d'affaires depuis 10 années consécutives. La société mère de SKP, Beijing Hualan Group, a déjà développé son réseau de vente au détail de luxe dans de nombreuses villes secondaires comme Hangzhou et de manière plus marquante Chengdu et Kunming, attestant d'un tournant. Longtemps pauvre, l'Ouest chinois est devenu le nouvel Eldorado du luxe avec la hausse des revenus des classes moyennes de ces régions. Cette mise sur Hohhot vient confirmer la tendance suivie plus à l'ouest par des provinces comme le Tibet, qui avec une croissance surpassant celle du reste du pays, a commencé aussi à attirer les marques de luxe.
En effet, trouver de nouveaux consommateurs est le nouveau casse-tête des enseignes de luxe et celles-ci les trouvent désormais dans les villes de rang inférieur. Des noms comme Maison Margiela, Gentle Monster ou encore Armaï et Changxia ont ainsi déjà ouvert à Chengdu, devenue une alternative à Shanghai et à Pékin. Roroth, en revanche, est une valeur moins sûre. En 2010, Louis Vuitton avait tenté l'aventure pour finalement fermer boutique 4 ans plus tard. Et partons au Tibet maintenant, qui accueillera son premier TGV en juin prochain. Longue de 435 km, elle reliera la préfecture de Lhasa à la ville de Ningxi. Il s'agit d'une importante prouesse technique pour une zone aussi montagneuse. Selon Lu Dukfu, directeur de la Société nationale des chemins de fer China Railway, qui s'exprimait le 6 mars dernier, une première ligne de train à grande vitesse sera opérationnelle en juin prochain dans la région autonome du Tibet. La ligne à grande vitesse de 435 km reliera la préfecture de Lhasa à la ville de Ningxi. Il s'agit là d'une importante prouesse technique pour une zone aussi montagneuse. À titre d'exemple, la voie ferrée normale qui relie déjà le Tibet à la province du Sichuan est composée à plus de 80% de tunnels et de ponts. Selon l'entreprise Tibetan Railway Construction, les travaux commencés sur cette nouvelle section en 2014 concernaient d'abord un projet de voie ferrée normale pour une vitesse de 160 km/h. Finalement, les derniers rails ont été posés à la fin de l'année 2020 et seront électrifiés avant juin. D'ici 2025, la Chine devrait compter 50 000 km de lignes à grande vitesse contre 37 900 à la fin de 2020. Les TGV relieront alors la quasi-totalité des villes chinoises de plus de 500 000 habitants. Et pour terminer, ce journal zoom sur Citroën. Le groupe français souhaite se relancer en Chine avec la C5X. Le pays de Xi Jinping est en effet le premier marché mondial automobile. Il faudra malgré tout patienter puisque son lancement est prévu à l'automne 2021. Le directeur général de Citroën, Vincent Kobe, l'assure, la C5X va être un outil de reconquête et de repositionnement de la marque en Chine. La voiture est le véhicule haut de gamme de la marque en Europe. Le groupe Stellantis, issu de la fusion de Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, prépare un plan pour revenir en force sur le premier marché automobile mondial où il a enchaîné les échecs ces dernières années. DS, une des marques premium du groupe, compte s'y relancer dès cet été avec une berline luxe classique, la DS9. Avec la C5X, Citroën fait un pas de côté dans ce segment très traditionnel. Pensé pour faire de la route, luxueusement équipée et achetée en grande majorité par des entreprises, les berlines sont bousculées malgré tout depuis une quinzaine d'années par le succès des SUV. La C5X garde une silhouette élancée mais intègre les grandes roues et la position de conduite haute des SUV et le coffre allongé des breaks. Dans les prochaines années, les SUV ne vont pas représenter la totalité du marché, souligne Vincent Kobe, alors que la troisième Citroën la plus vendue dans le monde est un SUV, le C5 Aircross. Il y a un appétit très fort pour des silhouettes plus fluides, plus efficaces, a-t-il déclaré. À l'image d'autres constructeurs, Citroën ne propose plus de version diesel sur ce nouveau modèle, mais une version essence et une hybride rechargeable qui devrait représenter la majorité des ventes en Europe, selon Vincent Kobe. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et pour revoir toutes nos émissions, rendez-vous sur le site www.mandarintv.fr ou sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée ou très bonne soirée à vous sur Mandarin TV.